Sécurité numérique et croissance exponentielle. Ceci est le Cyber Business Club. Bonsoir tout le monde, ici Adrien Cohen en présence de Raphaël Attias et de Cyril Gérabec. On est ici ce soir pour notre première vidéo tous ensemble pour présenter un podcast avec Cyril qui va nous parler de son expérience. Mais avant tout, on va vous parler du CBC qui est notre nouvelle activité dans laquelle on présente nos podcasts, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des newsletters, on fait des afterwork, on fait des cyber autour d'un verre. Voilà. Des cyber autour d'un verre ou cyber autour d'une bière. Aussi, ça marche. Tout événement, pour la cyber. Qu'est-ce que le CBC? Bien, c'est un club. Le club, le Cyber Business Club. Voilà. On est là, vous pouvez vous inscrire sur LinkedIn et rejoindre le groupe sur LinkedIn. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on promet en fait? Des events, des news. Exactement, des invités d'honneur, de prestige. Et, merci beaucoup. Et des talks instructifs et constructifs. Avec des afterwork. Voilà. Aujourd'hui, on a donc Cyril Gérabec avec nous. Bonjour à tous. Bonsoir. Ouais. Merci. Et merci d'être là. Qui es-tu, Cyril? Qui je suis? Bonne question. Moi, je suis effectivement directeur de programme, je fais de l'informatique depuis maintenant de très nombreuses années, donc direction DSI, direction de programme, direction de projet IT, voilà, directeur de la transformation IT. Donc je suis vraiment effectivement dans l'IT depuis maintenant un certain nombre d'années. J'y suis venu par les télécoms, donc par les aspects, on peut dire, infrastructure, pour travailler finalement sur l'ensemble de l'écosystème informatique. Voilà. Excellent. Voilà, moi j'aurais une petite question. Tu travailles sous quel type de structure? Es-tu employé ou indépendant? Alors je suis indépendant depuis une dizaine d'années, donc j'ai fait environ une dizaine de missions en 10 ans, donc durant la moyenne d'une mission, 1 an à peu près. Ok, comment trouves-tu l'équilibre entre ces deux aspects, la cybersécurité et l'indépendance? Oui, je pense. Non, mais c'est très bien, merci de la cybersécu. Il y avait, si je puis me permettre, on va voir s'il faut le mettre en direct. On parlait des éléments qui me motivent, enfin qui sont un peu dans un petit peu mon pôle nord, mon étoile polaire, devrais-je dire, du travail. Et je crois que la cybersécurité, je mettrais peut-être un peu plus général en parlant d'opération. Et je crois qu'effectivement, la sécurité et la cybersécurité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est je dirais, un point d'attention absolument permanent. Pourquoi? Parce que quand on dit opération, c'est quelque chose qui ne marche pas, où il peut y avoir des sujets de panne, des sujets opérationnels. Et en fait, c'est le plus marquant, sans doute le plus difficile, simplement parce qu'il y a beaucoup d'humains. Quand vous avez un incident opérationnel, vous avez avant tout une aventure humaine, et il faut déployer, utiliser des compétences qui peuvent être des compétences de sérénité, effectivement d'avoir un esprit d'analyse, de logique, de synthèse, et voilà, pour arriver à résoudre éventuellement les éléments. Donc effectivement, je parle un peu du bout, parce qu'effectivement, il y a tout le travail en amont avant d'analyse, mais dans cette sécurité, je vois quand même la partie opérationnelle qui me semble clé. Voilà. Ok. Parmi tes différentes expériences en direction IT, gestion des télécoms, sécurité, laquelle t'as le plus transformé professionnellement? Je crois que c'est effectivement, à nouveau, j'insiste sur les aspects cyber. J'ai une petite anecdote en Nouvelle-Calédonie. Donc, je pilotais une équipe je pilotais l'opérateur télécom local, et à un moment donné, on a un partenaire qui a eu les box clients qui ont été compromises. Et le résultat de cette compromission, c'était le fait que les gens pouvaient appeler des téléphones à l'extérieur, donc l'impact financier pouvait être absolument colossal. Vous imaginez bien, appeler un numéro surtaxé à Ouagadougou, et bien ça peut coûter, à partir de Nouvelle-Calédonie, plusieurs euros, voire des dizaines d'euros la minute. Donc il pouvait y avoir un impact extrêmement important financier. Donc là, l'esprit d'analyse était important, garder la tête froide. Et alors donc on a eu, parmi les pistes qu'on avait appliquées, il y avait une chose tout à fait marrante qui a été évidemment non aboutie tout de suite, c'est qu'il se trouve la veille ou l'avant-veille dans mes équipes, j'avais une personne qui n'allait plus au travail. Donc on savait plus, il avait un peu entre guillemets disparu. Et alors on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet entre une personne qui est enlevée dans une équipe et un incident cyber? Donc on a rapidement vu que cette personne, elle était simplement malade chez elle, et on est allé la voir, on lui a dit bonjour, tout allait bien. Mais donc voilà, donc avoir gardé cet esprit d'analyse, de synthèse, garder la tête froide, c'était assez amusant
comme sujet. Et après, on a fait la mise à jour du firmware, etc. Enfin, classique, quoi, qui a résolu. Mais donc, j'ai trouvé ça assez amusant de partir sur une fausse piste, en fait. D'accord. C'est très intéressant. Merci pour ton anecdote. On va parler un peu de l'humain autour de la cyber. C'est un peu un élément non tangible. On vend avant tout de l'humain, mais à quel point? Je dirais sur quasiment 99%. Je crois que il faut l'humain, oui, l'humain et les process, je dirais. Mais il faut derrière, effectivement, il ne faut jamais dire c'est la faute de machin, etc. Ça, c'est la base. Donc, dans mon management, on recherche la vraie route cause et on met les process qui vont bien. Et ça, c'est typiquement, par exemple, une démarche qui s'applique très fortement dans le domaine de la santé, c'est-à-dire qu'on a un événement qui a un dysfonctionnement et on trouve la parade d'un terme process, mais à l'origine, il y a très, très souvent la partie humaine, donc il faut développer à la fois des compétences managériales et, je dirais, à nouveau de rigueur et de logique et de process pour mettre les process qui vont bien pour réduire cet aspect, ce risque humain. As-tu déjà fait appel à des prestataires externes dans le cadre de la gestion de projet? Oui, alors des chefs de projet, j'avais bien sûr. Alors là, il faut avoir une équipe un peu. Lorsque j'avais des équipes plus importantes, comme on avait le cas d'Evening, avec 5 niveaux hiérarchiques, avec 300-400 personnes permanentes. Et là, effectivement, j'avais besoin de chefferie de projet ou des projets complexes. Alors, on va parler, je ne sais pas si on abordera la question de la complexité. Je voulais juste poser une chose, peut-être pour nos auditeurs. Il y a la différence entre complexité et quelque chose qui est complexe et quelque chose qui est compliqué. Ça ne va pas forcément de soi pour tout le monde qui nous écoute, mais dans un cas, dans la complexité, vous avez l'humain. On revient toujours sur l'humain. Un algorithme informatique, c'est compliqué, de la mécanique quantique, c'est compliqué, mais c'est de la science logique et l'humain n'intervient pas, alors que dans une complexité, il y a l'humain qui intervient. Quelle a été pour toi la valeur ajoutée de ces prestations externes? Donc j'en reviens, merci sur donc projet complexe. Donc ça veut dire projet complexe, ça veut dire plusieurs sous-projets finalement. Après on arrive effectivement, là aussi on peut selon je dirais l'acceptation du terme, selon l'idée qu'on peut se faire, hein, est-ce que c'est un projet ou un programme? Donc peut-être avoir là aussi faire parfois la différence entre projet et programme. Un projet complexe finalement au final c'est un programme. Construire un porte-avions, on peut dire que c'est un programme, c'est pas un projet. Donc là aussi il y a peut-être une question de vocabulaire en fait de l'entité dans laquelle on est. Et bien entendu quand on est dans un programme, il y a de multiples projets, des sous-projets, et on peut avoir des directions de projet, des directeurs de projet, des chefs de projet. Par exemple, quand j'ai développé déployé un réseau mobile, Internet mobile en Nouvelle-Calédonie, il y avait les aspects infrastructure, la fibre, il y avait les aspects déploiement des équipements de points de présence locaux, et puis il y avait tout le cœur de réseau. Donc il y avait au moins trois sous-projets clés qui devaient être coordonnés au final, et on devait, au final, il y avait forcément une adhérence, et donc arriver à synthétiser. D'accord. Ça fait quand même pas mal de responsabilités, tout ça, tout ce que tu me racontes. J'ai l'impression que finalement, tu es plutôt en haut de l'échelle dans la partie managériale. On a beaucoup entendu de bruit de couloir ou dans les news, la partie santé mentale en cybersécurité ou gestion de projet, et blessures mentales ou autres. Toi, personnellement, as-tu déjà souffert typiquement mentalement, dans le cadre d'une mission informatique ou de cybersécurité, par rapport au stress ou à la sévérité de la mission? Bon, effectivement, je crois que souvent, de façon générale, je crois que dans le travail, effectivement, la psychologie et la force psychologique est un élément clé, et j'admire beaucoup les gens qui ont des très très grandes, les patrons de grandes boîtes. Il faut avoir je pense qu'ils ont une santé mentale et une espèce de sérénité et une capacité à rationaliser les éléments qui sont très, très importants. Et effectivement, alors qu'est-ce qui peut se produire? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va, entre guillemets, souffrir ou avoir des soucis? C'est déjà l'inattendu. Donc il faut effectivement se préparer, s'entraîner, avoir une progressivité. Et j'ai eu un point où vraiment, le sommeil aussi, très important. Et typiquement, j'avais eu un problème, alors c'est pas tout à fait de la cybersécurité, mais il y avait un peu d'éléments là-dedans lorsque je suis intervenu sur une crise climatique, un cyclone à Wallis et Futuna, où j'ai eu à la fois l'honneur d'être en cellule de crise avec le commissaire et un général qui pilotait le sujet, donc c'était effectivement très valorisant. Mais en même temps, quand vous êtes dans une petite cellule de crise comme ça, un dimanche matin, vous dites que vous n'avez pas le droit à l'erreur.
et donc le stress est extrêmement fort, donc il faut à la fois être obéissant, mais en même temps avoir dégagé rapidement son propre plan d'action, et on dort très peu dans ce cas-là. D'accord. Tout ça, ça a l'air aussi de s'apparenter un peu à la gestion de problème, pas faire Oui. d'erreur. On a Ouais. toujours un problème qui est là, qui surmonte un peu le dossier des problèmes, plus urgents que les autres, par rapport Ouais. au cas typique qu'on rencontre. Est-ce que tu as déjà fait appel ou autre pour t'aider à gérer des problèmes plus importants qui étaient pressentis au début? Tu fais appel à des personnes externes? Oui, ou à alors, tes propres compétences? tout à fait. Alors, donc, bon, effectivement, quand on a beaucoup de travail, parce que bon, effectivement, on peut parler de responsabilité, mais je pense qu'à tout niveau, à un moment donné, chacun peut se trouver débordé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, effectivement, écrire une to-do list, gérer le matin, avant de faire quoi que ce soit, on écrit sa to-do list de la journée, puis on essaie de faire les 5, 10, et si on est très fort et que tout va bien, on fait les 15 points qui sont de la journée. Donc avoir une toute visite, se faire accompagner, effectivement j'ai eu cette chance, si je repars toujours je recite toujours la Nouvelle-Calédonie, j'avais une personne des RH qui m'accompagnait, qui me coachait, avec lequel je pouvais aborder au fil de l'eau, au fil de la journée, de l'année, les problématiques diverses et variées liées à l'humain. Et puis après, effectivement, quand on a des équipes, il y a la partie délégation, donc on en vient à mes valeurs et à mon grand credo pour piloter des équipes. La délégation, mais je vais employer un terme, je vais plus loin que ça, j'emploie le terme de subsidiarité. On n'est pas, ça fait souvent un terme, on parle de Commission européenne, qu'est-ce que c'est que la subsidiarité? C'est simplement le principe de subsidiarité, c'est de savoir si une personne qui est dans l'équipe peut effectuer une tâche complexe autonome, donc il ne s'agit pas d'aller servir le café, mais dire, bon voilà, il y a ça, vous ne l'avez pas encore fait, monsieur, peut-être que vous n'êtes pas, c'était pas forcément dans votre fiche de poste, mais au fil de l'année, etc. Je vous donne ce projet en toute autonomie, alors je vous coach, on vous accompagne, on peut avoir du mentoring, etc. Mais pour traiter la grande quantité de problématiques avec efficacité, je dirais efficience et performance opérationnelle, il faut aller vers la subsidiarité. Je pense que c'est un terme important. Ok. Et merci pour ces expériences. La cyber dans l'économie actuelle, l'impact des politiques économiques, sociales sur le monde de la cyber, on voit bien que ça a un impact sur tout ce qui est NIS 2 retardé, SOC 2, ou sinon l'implémentation de RG2A qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Comment... Bon. Je dirais que le RSSI, c'est un petit peu si je faisais un panel de ce qui existait dans le temps, c'est un petit peu, je vais peut-être un peu dur avec nos juristes, mais c'est un peu le juriste dans le temps, c'est-à-dire c'est le gars, je vais peut-être employer le terme, je veux dire le casse-couille, voilà. Allez, je le dis comme ça, c'est ça qui est très difficile, c'est-à-dire qu'effectivement, le RSSI, lui, il veut que son truc soit complètement bordé, on ne touche plus à son réseau. Oui, mais si on ne touche plus au réseau, il est mort, il existe un réseau qui ne bouge pas, auquel on ne peut plus accéder, on le met dans un coffre et il ne se passe rien. Donc il y a cette difficulté nouvelle et clé du RSSI, c'est d'ailleurs pour ça que les RSSI montent de plus en plus dans la hiérarchie, certains peuvent être au COMEX au même niveau qu'un DSI par exemple, et parce qu'effectivement il est pris entre l'enclume, entre le marteau et l'enclume. D'ailleurs, il m'a semblé voir une coupure de presse en disant que les RSSI avaient, on parlait de santé mentale, ne dure pas longtemps. Il paraît que c'est un poste que je n'ai pas exercé, mais qui est extrêmement difficile. Il faut qu'il soit, il faut gérer la complexité à nouveau. Il faut qu'il soit à la fois un business partner des métiers. Il faut mettre les procédures et qu'il sache avec discernement sanctionner ou mettre en place les éléments clés. Il sert de disjoncteur éventuellement? Bien sûr, Ouais. comme un peu les patron opérationnel, oui, c'est sûr que quand tout va bien, ok, effectivement, oui, mais il fallait le faire, on l'a vu là, si je prends l'exemple du vol au Louvre, la sécurité, oui, mais on l'avait dit, tout le monde l'avait dit, oui, mais n'empêche que, voilà, et ça, c'est un petit peu la difficulté d'un RSSI, oui, c'est un poste, je pense, assez complexe et assez difficile à faire. C'est un petit peu comme si on fait parler de l'entraîneur de l'équipe de foot. Il y a 60 millions de Français qui savent ce que doit faire, comment entraîner l'équipe de foot. En fait, il y a qu'un et Jacquet ou qu'un Deschamps. Et il y a un peu de ça dans le RSSI. Oui, c'est clairement ça. C'est quand il y a une fuite de données, c'est de sa faute. Voilà, donc ça part en faute grave et techniquement c'est lui qui part. Bien sûr. Voilà. Et en plus, je dirais aussi, et ce qui fait aussi la difficulté, c'est l'horizontalité du problématique. Tu vois, tu mentionnais RGPD, moi j'avais
intuitivement, j'avais pensé plus, par exemple, à la partie technique de DNS, par exemple, on à AWS. Donc, il faut être extrêmement, tu mentionnais RG2A, par exemple. Donc, c'est quand même un poste où il faut avoir cette vision à la fois juridique, à la fois technique, etc. Donc, c'est un poste très 360, très clair. Et quels sont pour toi les atouts des certifications dans les entreprises ISO 27001, SOC 2 et encore toutes ces certifications, est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que c'est un... Oui. Alors, moi je pense que ça, dans les secteurs, alors bien sûr dans le secteur réglementé, on s'inspire un petit peu finalement avec ces certifs de ce qui se passe dans les secteurs réglementés, comme la finance ou la santé ou le nucléaire. Donc oui, une certif, ça réglemente, ça donne un cadre, ça donne une aide. Ça permet éventuellement de faire ce qu'on appelle souvent des rétex ou des post-mortem s'il y a des incidents. On dit là, est-ce qu'on avait suivi le processus. Donc on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça permet un peu de décorréler la problématique ou l'élément humain du fonctionnement. Donc je pense il faut aller vers ça. Oui, alors à nouveau, il faut savoir trouver un juste équilibre et c'est là où un bon RSSI sera pertinent pour trouver le bon équilibre au bon moment. Ok. Une petite question un peu sur la mise en place des certifications. Tu as géré pas mal de projets dans ta carrière professionnelle et tu en géreras sûrement plein prochainement au futur. As-tu déjà été en tête de projet pour l'implémentation d'une des certifications actuelles en cyber? Au risque de vous décevoir, je n'ai pas réponse à tout. Non, j'ai jamais piloté la mise en place d'une certif, donc je ne saurais pas répondre. Je pense que là-dessus, ce que j'ai pu voir peut-être sur d'autres sujets, c'est effectivement c'est le temps long. C'est toujours très long, il faut faire beaucoup d'analyses et puis si je devais l'aborder demain, ce projet, comme tu le mentionnes, je traiterais effectivement de bout en bout, donc faire l'analyse, le développement, mais surtout l'accompagnement au changement. On voit bien, j'ai une petite anecdote, elle n'est pas tout à fait, elle est d'abord assez ancienne pour moi, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. On avait je pilotais un NOC, donc Network Operations Center, l'équivalent aujourd'hui on dirait un SOC pour faire simple, et on avait des équipes, malheureusement les équipes ne tournaient pas, donc il y a des équipes de nuit. Bon, j'étais face à cette problématique, des gars qui étaient que la nuit, donc un jour ils font quand même plus ou moins la formation, on se débrouille, bref. Et le soir, je lui dis, je vais m'asseoir, j'arrive à 22-23 heures, à côté d'un gars, on était tout seul, fermé, tout dans pleine nuit, etc. Puis je dis, il y a un gars, il y a telle alarme, etc. Donc c'était par exemple, à l'évidence, quand on disait, c'était par exemple Port Ethernet qui était shutdown. Et le gars dit, ça, c'est un problème d'énergie, j'appelle les pompiers, parce que moi, la nuit, dans 90% des cas, quand il y a une alarme, c'est une alarme d'énergie. Et donc là, je me suis dit, mais l'accompagnement au changement, c'est complètement fou, parce que ce type-là n'était pas plus bête qu'un autre, bien au contraire, il était extrêmement expérimenté, il faisait ça depuis des années, et je me suis dit, là, on voit vraiment ce que c'est que le terrain, on voit qu'il faut accompagner les gens, il faut leur les expliquer avec patience, répéter, etc. Mais je trouve cet élément assez amusant. Ok. Que penses-tu des solutions cyber et de la cyber en général, Made in France? Est-ce qu'on est aussi fort que ce qu'on le prétend? Totalement clé. Donc je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs Adrien, on l'a constaté, pour ne pas citer, on a eu un rendez-vous avec un DSI d'une agence importante, une agence de l'État importante récemment. Moi, mon sentiment, je ne l'ai pas testé, mais là, de par ce petit, entre guillemets, snapshot, enfin ce petit cas particulier, je crois qu'aujourd'hui, clairement, on va vers de la souveraineté, européen, France, point barre. Je crois que là, le pas est pris. On l'a vu encore à AWS, les gens hier, donc on a... donc ça veut dire il va peut-être falloir faire du cloud hybride, aller voir OVH, aller voir des petits. On a eu encore ce matin une petite visio avec un gars qui a un mini call center, le edge computing, etc. Donc je pense que là le pas est pris, je suis très optimiste sur ces côtés. On a des top de temps en France, on a des gens d'un niveau absolument fantastique en maths et de mathématiques, d'algorithmie, etc. Il n'y a aucune raison, moi je suis très positif sur la France en particulier et l'Europe en général. Arrêtons un peu de faire de l'European bashing. Ou du French bashing, on fonce et je pense que là je suis très positif là-dessus. On va arriver à petit développer ça. Alors on aura toujours évidemment des dépendances, il ne faut pas se leurrer, le monde n'est ni noir, ni blanc ni noir, on aura toujours du GPS américain, on aura toujours du Microsoft qui traîne un peu partout sur tous les postes de l'administration. Et encore j'ai cru voir en Allemagne que l'administration allemande était en train d'arrêter Microsoft. Mais bon,
Voilà, donc oui, je suis assez positif là-dedans. Je pense que les gens sont très pragmatiques. C'est quelque chose qui est très fort. Non, c'est certain, on a de la créativité en Des France. startups. On crée des belles boîtes, il y a des belles surprises sur lesquelles je travaille, et puis notamment on en discute pas mal lors de nos calls ensemble. Effectivement, il y a des belles choses qui se mettent en place, et pourvu que ça dure, et pourvu que ça aille loin. On a surtout des talents en France Ouais, et en exactement, Europe, exactement. mieux qu'aux États-Unis, donc on a toute matière à aller plus loin. Cyril, j'aime bien un peu ta positivité sur l'avenir de la France et de l'Europe en cybersécurité. Est-ce que tu connais les failles CVE, les critères? Bien sûr, les D'accord. CVE, bien sûr. Et est-ce que tu connais un peu l'EUVD? Non. Ça ne te dit rien? EUVD, désolé. Alors, Merci l'EUVD de préciser. c'est un peu comme la CVE, mais européenne. Elle a été dévoilée au grand public lorsque les agences américaines sont tombées un peu pas à pas l'une après l'autre et qu'on s'attaquait un peu au CVE et que tout le monde a dit les CVE vont disparaître. C'était en début d'année. Eh bien, l'UVD c'est la même chose mais en européen. D'accord, très bien. Et maintenant que tu as cette nouvelle, est-ce que toi, sur tes prochaines missions, tu penses la conseiller Forcément, nouveau. là c'est intéressant. Je crois qu'on y reviendra peut-être. Je ne sais pas s'il y a un sujet sur la partie, pour ma part, de formation, d'ouverture. Je vais donner un exemple. C'était donc il y a un certain nombre d'années, mais j'arrive dans une conférence de formation, en fait, que je prenais un petit peu une conférence internationale, un dialogue, et on me parle de DNSSEC. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprenais que quick à ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ce DNSSEC? Bon, ils s'expliquent, etc., les problèmes de spoofing, de DNS spoofing, etc. Et je me dis, moi qui pilote un CCTLD, le .nc pour pas le nommer, je me suis dit, si on vient me pirater mon CCTLD, c'est-à-dire que le gouvernement, le gouv.nc, tout ça, ça tourne, je me dis, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai senti tout de suite, j'ai eu cette intuition très forte. Et là, j'ai mis en mode ultra agile, je suis allé voir, j'ai pris 3-4 types très discrets, absolument répartis n'importe où dans les équipes, je les ai retirés de leurs actions au quotidien, reporting direct DG, j'en parle à personne d'autre, on met ces 3 ça, je dis Philippe qui était mon DG, voilà, on se donne 3 mois, les gars allez-y, toutes les semaines vous faites un point, etc. Ils ont analysé le sujet, ils ont trouvé un fournisseur, on avait délégué, parce que le DNSSEC c'est un peu compliqué, il y a de l'humain dans le DNSSEC d'ailleurs, on n'avait pas nous la capacité à être conforme, donc on avait délégué à une entité étrangère pour pas l'amener américaine, peu importe. Et donc, ce point NC, donc Nouvelle-Calédonie, ce Country Code Top Level Designation, eh bien on est devenu, évidemment j'exclus forcément la Nouvelle-Zélande et l'Australie, parce qu'on était beaucoup plus petits et eux l'avaient depuis longtemps, mais il faut savoir qu'il y avait à l'époque 20 ou 30 CCTLD dans la zone Pacifique, et on a été donc, si j'exclus ces deux pays, les premiers, et je ne suis pas certain aujourd'hui que la vingtaine ou la trentaine de points de pays soient encore des... Donc c'est une grande fierté. Bon, je suis parti un petit peu loin, mais pour dire, quand j'entends parler pour me former, pour me donner un petit peu comment je vais de l'avant dans ma formation technique, etc., je suis à l'écoute des nouvelles notions, j'essaie de creuser le sujet, d'aller dans des conférences, éventuellement bien sûr de lire sur Internet, d'interroger le moteur IA, évidemment. Qu'est-ce que le UEVD? Tu peux être sûr, Raphaël, que peut-être pas dès ce soir, mais dès demain matin, 8h30, je vais être sur mon Gemini favori ou mon Mistral AI, parlons français, pour savoir un petit peu ce sujet-là et comprendre les enjeux. Donc oui, la compréhension d'enjeux par des formations, par des discussions comme on peut l'avoir, par le dialogue. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler dans son bureau, autrement dit. Aujourd'hui, on est dans un monde où les échanges, la confrontation à l'autre est clé. Il faut aller à l'extérieur, s'informer. Je fais une petite réponse un peu longue, mais je pense que c'était important de préciser ces éléments. C'est très bien. J'imagine que tu vas te renseigner. Aujourd'hui, tout le monde commence à se renseigner. Je n'ai jamais vu encore actif dans les systèmes d'information. Alors, ça reste très nouveau. Je pense que certains le font déjà. Ça reste un sujet. Il manque aussi des experts qui sont spécialisés là-dessus. Aujourd'hui, le plus gros critère d'entreprise et des certifications, on reste sur un classique. Et donc, on reste aussi côté américain. On va essayer de gentiment aller un peu plus côté européen, côté français. Ouais. Mais
je reviens où je suis fondamentalement optimiste sur le côté français, c'est souvent le classique, il ne faut pas se leurrer pour nos auditeurs, je ne sais pas qui va écouter ce podcast, mais très souvent, vous avez dans une boîte, une ETI ou même toute petite boîte, les gens disent « Ah bah je vais prendre Google, je vais prendre AWS parce que c'est un gros, comme ça mon patron, si j'ai un problème, je pourrais toujours dire j'ai choisi les meilleurs, je prends la sécurité au si sens… Si ça tombe, c'est plus mon problème, c'est la faute de l'autre. J'ai IBM, j'aurai de la pérennité, etc. » Bon. Alors ça se défend parce que c'est vrai qu'on peut considérer objectivement, si on travaille avec IBM ou Google, s'il y a un gros problème, les gars, comme ils ont de la réputation à conserver, ils vont mettre des moyens pour travailler. Et puis au bout de 5 ans, en principe, on peut espérer qu'un Google sera encore parmi nous. Bon. Donc oui, donc il y a ces arguments qui sont indéniables et il faut les écouter. Mais par contre, en termes de vitesse, en termes de coût, en termes de fonctionnel, vous avez des startups dans tous les sens et faire le pari de la startup, c'est quand même, je crois qu'il faut vraiment aller là-dedans. Je suis persuadé que, et on le voit la preuve à nouveau, je trouve le fait qu'on fasse ce podcast donc mardi soir après la panne hier, on voit bien que AWS qui se targuait les gorges chaudes, racontait depuis des années, nous on a 99,9%, on travaille, on a un partenaire clé avec, je crois qu'ils ont avec Safran, etc. Et puis Bing, trois semaines après, ils se prennent une panne. C'est le 0,1 de l'histoire. Voilà. C'est le 0,1 qui manquait sur les 100%. Voilà, exactement. Donc voilà, donc je reste vraiment très positif sur l'esprit d'entreprise, sur la capacité à nos ingénieurs, mathématiciens à faire des spin-offs. Vous avez par exemple, ce qui n'est pas forcément pour nos auditeurs, on sort un petit peu de la cybersécu, mais par exemple l'Institut Carnot, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent l'Institut Carnot, mais c'est vraiment un endroit où on bouillonne, où vous avez des chercheurs qui font des spin-offs à partir de labos du CNRS, ils essayent de trouver des partenariats, ils montent des startups et ça bouillonne. Donc la France n'est pas en reste là-dedans, on est très fort, je pense. Voilà. Merci pour ton optimisme. On va passer un peu au côté fin, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses. Ouais. Aujourd'hui, ce soir, quelle question pour toi on ne t'a jamais posée et qu'est-ce que tu aimerais qu'on te pose ce soir comme question? Eh bien, alors, je me place du point de vue, effectivement, dans l'entretien, par exemple, un entretien d'embauche ou dans une discussion avec le patron, ou qu'on me pose, je ne sais pas si on l'a d'ailleurs posé, ce serait celle-ci, ce serait de dire en quoi mon activité personnelle, que je passe pendant mes loisirs ou en dehors du travail, peut m'aider à capitaliser, à m'améliorer dans mon professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pose assez peu, même si souvent dans les CV, on dit « Ah bah oui, je fais du sport, je fais du marathon, machin ». Alors les gens vont en déduire. Alors le mec qui fait du marathon, ah bah il est tenace. Bon, d'accord. Mais en fait, on ne pose jamais vraiment la question. D'ailleurs, et moi, voilà. Alors, donc, à titre personnel, je passe pendant mes temps libres, les week-ends, je passe beaucoup de temps autour de l'art, en général. Donc je m'arrête d'aller souvent à des conférences, des expos, je vais voir je lis, je regarde toutes les formes d'art, de la musique, etc. Et en particulier la lecture. Et je suis absolument persuadé que lire des livres, lire de la poésie, des livres très variés, qui peuvent être des romans, des poèmes, de la sociologie, etc. Avoir une grande variété de livres d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire pas forcément du français, etc. D'abord, ça a deux avantages. Ça développe vraiment la créativité, ça, je reste absolument persuadé de ça. Et j'en ai même la preuve, c'est que je crois qu'il y a eu il y a quelques années un poète prix Nobel de littérature qui s'appelle Derek Walcott, peu importe, mais qui est assez plus de 10 ans de ça, et qui était intervenu devant des grands patrons à Davos pour essayer de faire un séminaire sur la créativité. Et la conclusion unanime de l'Assemblée, c'était qu'il fallait lire de la poésie. Bon. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, ça développe la créativité, ça développe aussi les capacités littéraires, la capacité purement intellectuelle de comprendre un texte, parce qu'aujourd'hui, pour en revenir un petit peu peut-être à l'IA et tout ça, l'IA produit des grandes quantités de textes, donc il faut quand même savoir lire de plus en plus. Mais sans âme, l'IA produit sans âme. Tout à fait, il y a l'âme, etc. Il y a l'humain derrière. Tout à fait, mais le deuxième sujet, c'est aussi bien entendu, l'art permet de développer sa philosophie, forcément, évidemment, développer un peu son esprit, je dirais, de valeur, entre guillemets, hautement, entre guillemets, intellectuelle, donc ça développe ça, et puis ça détend. Voilà, c'est-à-dire que, alors je ne dis pas que si on veut faire du sport aussi, c'est pas le seul élément qui existe, mais pour moi, la lecture est un élément de détente pendant le week-end qui me permet d'arriver beaucoup plus serein, beaucoup plus solide
le lundi matin pour une grosse journée qui fera 10 ou 12 heures et on est parti pour 60 heures dans la semaine. Voilà. Merci Cyril. Et la dernière question, si tu devais résumer ta philosophie professionnelle en une phrase, qu'est-ce que serait cette phrase-là? Être attentif à l'humain, je veux dire, c'est l'humain qui fait l'entreprise. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est oui, forcément. Voilà. Tu ne dirais pas attentif à l'humain et l'IA aujourd'hui? Alors justement, très bien. Alors il y a l'IA. Alors oui, on n'a pas beaucoup parlé d'IA, cybersécurité. Bon. Alors je crois qu'il y avait, en fait, si je relis, merci Adrien, un petit peu, on avait évidemment un peu échangé avant sur ce sujet-là, mais on avait parlé qu'est-ce qui va modifier, qu'est-ce que la cybersécurité va être influencée par, est-ce que c'est le quantique, est-ce que c'est l'IA, est-ce que c'est ceci, cela. Bon, je pense qu'il y a une chose qui est claire, parce que c'est un peu borné, c'est le quantique, oui. Je pense que le jour où il y aura un vrai ordinateur quantique, là, ça va révolutionner, ça va être une révolution. On aura tous peur. Non. Nos mots de passe vont disparaître. On a déjà IBM qui fait du quantum safe. IBM, ils vont dire, moi je fais du codage SHA XXX, 10 puissance X machin. Ils sont quantum safe. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Donc, non, le quantique est une révolution, ça c'est clair. On n'y est pas encore, hein, j'ai l'impression. L'IA, c'est plus difficile. L'IA, oui. Mais alors, dans quelle mesure précise, c'est pas facile. C'est ça, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas si d'autres des personnes pourraient le dire. Bon, oui, on voit par exemple un élément avec l'IA. Quelqu'un disait, je crois que c'est le patron de Blablacar, un type assez impressionnant et brillant, très synthétique, qui disait que aujourd'hui, on voit une image. Avant, on voyait un texte. Alors là, on voit des choses, mais là, ou du son, mais là, on vous montre une image. L'image peut ne pas être la réalité. C'est quand même incroyable. Et donc ça révolutionne notre façon d'appréhender la cybersécurité, d'appréhender notre... Ça crée des leurres. Des leurres absolument incroyables. Donc ça me paraît clé. Donc je reprends un peu ce qu'il a dit. C'est pas moi qui ai poussé ça. Bon, après, les questions de gouvernance. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui se passe, aujourd'hui, on vous parle. Quand vous entrez dans une boîte, aujourd'hui, vous avez une charte cyber, vous avez une charte informatique, une charte de comportement, une charte de déontologie. Bon, je pense, je ne sais pas exactement, j'ai pas fait de panel de toutes les grandes boîtes, mais il faut avoir à minima des alinéas très solides en termes d'IA dans ces chartes, ou une charte spécifique. Pourquoi ne pas signer une charte IA quand on arrive dans une entreprise? Donc ça me paraît absolument clé. Je pense que les grosses boîtes l'ont déjà plus ou moins fait, mais il faut disséminer ça. Je pense que quand vous arrivez dans une ETI ou dans une petite boîte, à mon avis, il n'y a pas de charte IA. Donc ça veut dire un travail avec les juristes et d'analyse. Et puis une autre chose, c'est où se met le CIAO, le Chief IA Officer, comment on le positionne dans la gouvernance de l'entreprise. Est-ce que peu existe? Voilà. Alors est-ce qu'on le met dans la DSI? Est-ce qu'on le met dans la RSSI? Est-ce qu'on le met au même niveau que les trois? Ça ferait 3, bon, ça ferait peut-être un peu beaucoup pour le DG. Est-ce qu'on le met au marketing? Moi, je ne citerai pas une boîte, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une société où le CIO se trouve, comme il était a priori plutôt moteur, etc., il a un peu donné l'option au DSI, alors il s'est mis au marketing. Bon, ouais, mais bon, enfin, ok, mais qui dit IA dit quand même informatique, donc voilà. Donc toutes ces questions-là, je pense qu'il y a vraiment des réflexions à faire. J'imagine qu'au niveau académique et dans les think tanks, ces réflexions-là sont fréquentes, éventuellement les impacts avec la RSE, etc. Enfin, voilà. Ouais, on peut se poser la question, l'IA, c'est utile partout. Et c'est utile en RH, c'est utile en danger développement, partout. en engineering, même en commercial. On peut taper des pitchs bien organisés. Et des super pubs, hein. aussi. Que tu connais La très bien. belle communication aussi. Oui. Donc, en fait, ce fameux CIAO, Ouais. il en faudrait dans chaque département, ou alors il en faudrait un qui en manage plusieurs autres. Il y a vraiment, effectivement, en termes de gouvernance, je pense que pour un DG, c'est un sujet. C'est un sujet, effectivement. C'est une nouvelle branche de métier. C'est une nouvelle branche, c'est vrai. Ok. Quel Faire attention à l'humain, l'IA, finalement tout le monde.
Merci. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci pour Merci, cette Cyril. belle expertise, Merci. cette belle présentation de ton parcours tu nous as fait voyager. Ah oui. On a vu pas mal de choses et c'est assez positif. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous deux, Merci, c'était Cyril. extrêmement sympathique. J'ai beaucoup apprécié de raconter quelques petites anecdotes. J'espère qu'elles vous ont intéressé. Ah oui, beaucoup. Super. Merci. Ben, on va enfin pouvoir boire notre verre de vin et aller manger aussi tous ensemble. Et et merci profiter au de la Cyber soirée. Business Club. Voilà. Merci Allez, aussi. Merci.